Chers parents, quand vous lirez ces quelques lignes, je serai sans doute très loin. Je pars faire mon devoir comme beaucoup d'autres l'ont fait. Donc ne vous inquiétez pas pour moi. Sachez aussi que si je pars, c'est de bon gré et que personne ici à Groslay, pas même mes meilleurs copains, ne sont au courant de ce départ. Il est inutile, maman, de pleurer sur moi. Cela devait arriver un jour ou l'autre. Ne parle pas trop de moi avec les voisins, car tu sais maintenant, il faudra être très prudent. Embrassez bien aussi papa, Madeleine, qui me faisait toujours mettre en colère, et Guy. Je vous embrasse tous bien fort, en espérant que je reviendrai intacte. Claude, brûle cette lettre, maman, cela vaudra mieux. Nul n'ignore le nom du Mont Valérien, au lieu de la France combattante. Et pourtant, peu nombreux sont ceux qui se retrouvent les mois d'hiver, dans le vent pluvieux et glacial qui inonde la place d'honneur, face au mémorial de la France combattante. Un sentiment profond de solitude saisit alors le visiteur du jour. L'immensité désertique de la place, le silence, la monumentalité de la paroi en grès, construite en forme de soubassement du Mont Valérien, la majesté de la croix de Lorraine de 12 mètres de haut, au-dessus de laquelle se découpent de tristes silhouettes d'arbres, la fragile flamme du souvenir posée sur le parvis d'airain, séparant deux mystérieuses petites portes en bronze doré. Tout cela donne la conviction d'être face à un tombeau. Un tombeau aux dimensions d'un paysage, étrange mélange d'un tombeau naturel, le tumulus, et d'un tombeau symbolique. Au sommet, sous les arbres, se dessine immatériel le calvaire de la résistance. Arrivé sous la croix, il faut passer une des portes en bronze. Devant nous s'ouvre une crypte funéraire creusée à même la roche. Là, disposés en demi-cercle, 15 corps, revêtus du drapeau tricolore, reposent dans un fragile sommeil. Leurs yeux sont fermés, et pourtant leur réveil est sensible, perceptible, nous touche. À droite, un bureau resté intact depuis les années 60. Un téléphone, une voix, sa voix. Moi, général de Gaulle, mais aussi d'autres voix. Je souhaite la victoire de l'Allemagne. Celle de la défaite, Parce que sans elle, celle de la collaboration. le bolchevisme demain Et s'installerait contre ces dernières, celle des résistants de l'ombre. Ici, entre 1941 et 1944, 1006 résistants et otages ont été fusillés. Il aura fallu attendre 53 ans pour qu'à l'initiative de Robert Badinter, une proposition de loi votée le 22 octobre 1997 à l'unanimité du Sénat décide de l'édification d'un monument à la mémoire des résistants et otages fusillés au Mont Valérien entre 1940 et 1944. La proposition de loi que j'ai l'honneur de rapporter aujourd'hui devant vous exprime un ultime hommage que nous tenons à rendre aux héros qui ont donné leur vie pour que la France soit libre, et cela aux heures les plus noires de l'occupation. Au cœur de ce site, ainsi consacré aux souvenirs, vous avez la clairière des fusillés. Or, nulle part dans le site ne sont inscrits les noms de ceux qui connurent là l'ultime sacrifice. Pourtant, chacun de nous a pu constater que dans la plupart des lieux en France où tombèrent des combattants ou des martyrs de la résistance, un monument, une plaque commémore leur héroïsme et conserve leur nom. Pas au Mont Valérien. La mémoire est une maison ouverte sur le vide, dont les portes et les fenêtres, jusqu'aux tapisseries, ont été arrachées par le passage du temps.
Il reste une présence qui s'érode inexorablement et qui s'accorde à nos désirs. Les noms sont ces derniers vestiges qui retiennent les absents près de nous. Juste un nom, ce nom qui à peine prononcé dit tout, pour sa compagne, ses enfants, sa famille, pour ses amis, avant de ne plus rien dire, vaincu par l'oubli. Le projet de loi de Robert Badinter impliquait la création d'un monument qui donne forme et force à ces noms pour les préserver de l'oubli. Il s'agissait pour moi de produire un signe symbolique simple, immédiatement reconnaissable, tirant sa force de sa structure, replié sur lui-même et ouverte aux autres. Monument sans être architecture, n'ayant ni face ni dos, une cloche est un objet de civilisation, un lieu d'égalité entre les êtres humains. Suspendue entre le ciel et la terre, le religieux et le laïque, elle relie la communauté dans ses espoirs et ses craintes, dans ses bonheurs et ses tristesses, dans la vie et dans la mort. Porteuse du secret qui fonde une communauté, elle préserve la conscience de l'histoire, la transmet, nous parle. Dans leur haine de la civilisation, les nazis s'appliqueront à rendre muettes des centaines de cloches. Posées là, sur un quai du port de Hambourg, elles attendent un destin obscur. Fondues pour devenir fûts de canon, obus ou balles, détruites par un feu assassin à Oradour-sur-Glane, leur silence fait écho aux cris muets des résistants et otages que l'on assassine. La période de la guerre est longtemps restée mystérieuse pour moi. Je me souviens de mon grand-père, Léon Deslandes, négociant en métaux, comme d'un homme silencieux. D'origine modeste, très jeune, il s'était engagé dans la résistance. Il y avait assumé une grande responsabilité. Durant cette période, il a laissé sa fille, ma mère, à la garde de sa proche famille. Enfant crépusculaire, elle se réveilla longtemps en sursaut, prise de frayeur. Je ne suis pas historien, mais la question de notre relation à la mémoire et à l'oubli traverse mon travail d'artiste depuis 20 ans. Comment oublie-t-on? Et quand on se souvient, de quoi? Et comment se souvient-on? J'avais 2 ans quand mon père a été fusillé au Mont-Valérien. Je dois dire que c'est un père que je n'ai connu qu'à travers les souvenirs, puisque dès la capitulation, il est rentré en résistance, donc je ne l'ai pas connu. Physiquement s'entend, je ne le connais qu'à travers des souvenirs de famille ou de camarades de combat. Les souvenirs qui me restent en mémoire, c'est plus l'irruption de la police française et de la Gestapo allemande dans l'appartement, parce que ça m'avait fortement effrayé le gamin de 2 ans que j'étais. Le fait que je n'avais pas ma mère non plus, puisqu'elle était aussi d'abord en résistance, ensuite pendant un temps en prison, puis à nouveau en résistance. Et j'ai été élevé par mes grands-parents maternels qui eux-mêmes participaient à la résistance. Mon père a été arrêté le 15 décembre 1941. Son procès, je mets des guillemets, mon procès a eu lieu à partir de la fin août 1942 et il a été fusillé le 5 octobre 1942, place Ballard. Donc lui, ça n'était pas au Mont-Valérien directement, mais enfin, tout simplement parce que ce jour-là, le Mont-Valérien était occupé par d'autres. Alors, je n'ai de lui que des photos, à l'exception d'une séquence du film de Frédéric Rossif, Mourir à Madrid, où on le voit pendant 8 ou 10 secondes faire le coup de feu avec 2 autres, derrière les fenêtres de l'intérieur de la cité universitaire de Madrid, et on le voit le temps de recharger son fusil, de tirer, et puis on passe à la séquence suivante. Voilà la seule image que j'ai de lui, la seule image vivante, si je puis dire, que j'ai de lui. Le reste, ce sont des photos à différents âges de sa courte vie, puisqu'il est mort à 33 ans finalement. Je suis fils de déportés, je n'ai pas été moi-même déporté. Mon père et ma mère ont été déportés tous les deux à Auschwitz quand j'avais 11 ans, et ma sœur, puisque j'ai une sœur, en avait 12 et demi, et on ne les a jamais revus, ni l'un ni l'autre. Ils ont été arrêtés en essayant de franchir la ligne de démarcation. Le passeur qu'ils avaient payé était payé de l'autre côté par les Allemands. Et nous étions, nous, 150 mètres en avant,
Et on a vu la voiture allemande passer avec mon père, ma mère, mon grand-père maternel. Et ça a été la dernière vision que nous avons eue de nos parents. Et j'ai le souvenir aussi, il y avait à ce moment-là un journal ultra collaborateur qui s'appelait le Pilori. Et il me semble que c'était un hebdomadaire. Et à chaque fois, il clouait quelqu'un au pilori, c'est-à-dire qu'il le désignait finalement à la vindicte des Allemands ou de leurs alliés du gouvernement de Vichy. Et une fois, mon père a été une des personnes qu'ils avaient comme ça cloué au pilori. Alors quand vous êtes gosse, tout ça, ça marque, hein, je dois dire, ça s'est passé il y a 60 ans, c'était en 42, qu'il n'y a pas finalement un jour ou une nuit ou un moment quelconque, il n'y a pas un flash, si vous voulez, qui me fait me souvenir de cette période. J'étais la présidente de la santé à la 2e division allemande punitive, où on venait régulièrement chercher des condamnés à mort. Alors, je me rappelle par exemple d'un jeune qui avait 20 ans, et il venait sous le Vasistas le matin, et quand on avait emmené ceux qui allaient vers le peloton d'acquisition, Valérien ou autres, c'était en général très tôt le matin. Et après, quand il n'avait pas été emmené, c'était pas encore son tour, il venait sous le Vasistas et il me disait « Bonjour les camarades, encore une belle journée que j'aurais vue ». Je veux dire, c'était au mois d'août 42. Et quand on m'emmènera, ne pleurez pas, parce que je voudrais que les jeunes après moi revivent dans la paix et dans la joie. C'est des choses qui marquent, et les paroles de ces jeunes que j'ai connus, j'aime les retransmettre, je fais sur leur porte-parole aujourd'hui.